Studio Balado. Our Queer Story, histoire plurielle du cinéma LGBTQIA+, Iris Lafont, Valérie Leclerc, Studio Balado. Schwule wollen nicht schwul sein. See what the boys are adding, you have to take away. Why are you saying all of this? Because I do love you. Our Queer Story, une histoire déviante, non chronologique et ouverte des cinémas LGBTQIA+, le podcast qui interroge les liens complexes qu'entretient la communauté queer avec l'image en mouvement, à la fois espace d'émancipation et instrument de discrimination. Épisode 2, Anders als die Andern, ou le premier film queer militant de l'histoire. Le film allemand Anders als die Andern, ou Différent des autres pour son titre en français, est souvent considéré comme le point de naissance du cinéma gay. De ce long métrage muet réalisé en 1919, il ne reste que des fragments. Ceux-ci témoignent de la liberté et de la violence que connaît la communauté LGBTQIA+, dans l'entre-deux-guerres. Dans cet épisode, on évoque la réception du film par la société et par les publics queer, et on explore ce qui fait d'Anders als die Andern une œuvre si singulière. Vous écoutez le refrain de Das Lila Lied, la chanson Lila, une des plus vieilles chansons queer dont on a gardé une trace. La chanson a été enregistrée en 1920 en Allemagne. Son refrain commence par cette phrase « Wir sind nun einmal anders als die anderen » « Nous sommes, après tout, différents des autres ». Et le refrain se termine d'ailleurs par les mêmes mots. Je vous lis les 3 dernières phrases, car nous sommes tous des enfants d'autres mondes. Nous n'aimons que la nuit lila sulfureuse, parce que nous sommes différents des autres. Différents des autres en allemand, donc Anders als die Andern, c'est donc le titre de ce film pionnier auquel on avait envie de consacrer cet épisode. Et auquel on avait d'ailleurs consacré une séance hors story à Cinémathèque en 2023. Oui, parce que la Cinémathèque possède une version du film dans ses collections, on y reviendra un peu plus tard. Mais pour revenir à la chanson, cet enregistrement est réalisé 1 an après la sortie du film. Et alors on ne sait pas trop si c'est la chanson existait avant et que c'est elle qui a inspiré le titre du film, ou si c'est le film qui a inspiré les paroles de la chanson. Mais peu importe, ce qu'on entend ici, ce sont les vestiges d'une culture queer qui s'est approprié les termes Anders als die Andern pour en faire une sorte de bannière de fierté. Et cette culture dont on parle, c'est la culture queer de la République de Weimar, qui est le contexte historique dans lequel ce film, différent des autres, va voir le jour. Alors Iris, tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur cette République de Weimar ? Différent des autres sort à peine 6 mois après la fin de la Première Guerre mondiale et de l'effondrement de l'Empire allemand. Le nouveau système politique qui émerge, qui vient remplacer l'Empire, c'est cette République de Weimar que tu viens de mentionner. Et la République de Weimar, c'est une démocratie parlementaire, c'est un projet politique de gauche très progressiste, en ce sens où il va promouvoir par exemple le vote des femmes, la liberté d'expression et la liberté d'assemblée. Ce qui fait que la République de Weimar va aussi servir de terreau fertile pour que la vie queer puisse s'épanouir. Oui, surtout à Berlin d'ailleurs, qui devient à l'époque un peu la capitale queer de l'Europe. On assiste donc à une multiplication des organisations queer, des initiatives, des revues, des cabarets et autres lieux queer. On voit dans ces années un certain nombre d'artistes vivre leur sexualité au grand jour.
J'en profite pour dire que le mot queer, là, on l'emploie de manière plutôt décomplexée et complètement anachronique. Queer, dans son acceptation actuelle, comme identité et comme mouvement, c'est un terme qui se déploie dans les années 80, mais ça, je pense qu'on y reviendra plus tard. Dans un autre épisode. Ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est que durant ces années allemandes d'après-guerre, un certain sentiment de liberté prévaut. Et cette liberté d'expression, elle va aussi prendre la forme, au tout début de la République de Weimar, d'une suppression générale de la censure pour le théâtre et par extension pour le cinéma. Je dis au tout début de la République, puisque cette période sans censure, eh bien, elle va malheureusement très vite prendre fin, mais c'est grâce à ce petit intervalle d'extrême liberté que Différent des autres va pouvoir être réalisé. Alors, est-ce que tu as aussi quelques infos sur le réalisateur du film ? Différent des autres est réalisé par Richard Oswald, qui est un réalisateur autrichien travaillant à Berlin. Et c'est également le fondateur d'une société de production de films et d'une société de distribution de films. C'est quelqu'un, Oswald, qui connaît bien l'industrie du cinéma et qui a cette ambition de faire des films pour toucher le plus large public possible. En 1919, il a déjà une très très longue filmographie derrière lui. Oui, et mini commentaire, c'est que les films à l'époque se faisaient assez rapidement, en tout cas le genre de film que Oswald faisait. Et pour vous donner un exemple, c'est en 1918, Oswald a réalisé pas moins de 12 longs métrages, donc c'est presque un film par mois. Oui, tout à fait. Et Richard Oswald, avec tous ses films, touche à beaucoup de genres cinématographiques différents, mais il est surtout réputé à l'époque pour son travail dans un genre spécifique que sont les Aufklärungsfilme, donc Aufklärung qu'on pourrait traduire par éclairage, explication. Et donc les Aufklärungsfilme, ce sont des mélodrames sociaux qui ont pour but d'éclairer le public sur une série de sujets de société plus ou moins controversés, plus ou moins houleux ou honteux, en tout cas pour l'époque. Oswald a déjà tourné auparavant plusieurs de ces mélodrames sociaux qui ont eu beaucoup de succès sur des sujets comme la prostitution, mais aussi sur l'alcoolisme ou encore sur les maladies vénériennes. Et Différent des autres s'inscrit dans ce genre cinématographique des mélodrames sociaux, ce qui fait que le film va être vendu au public de 1919 à la manière de n'importe quel Aufklärungsfilm, c'est-à-dire que dans la publicité de l'époque, on va donner le titre du film et, à côté de ce titre, entre parenthèses, on mentionnera la controverse dont le film traite. Ici, en l'occurrence, ça nous donnera Différent des autres, donc en allemand Anders als die anderen, et à côté, il sera écrit, entre parenthèses, paragraphe 175. Alors, c'est quoi au juste ce paragraphe 175 ? À quelle polémique sociale fait-on la référence ? Eh bien, il s'agit du paragraphe 175 du Code pénal allemand, qui criminalise les relations sexuelles entre hommes. Et là, à ce sujet, tu as quelques chiffres pour nous, Valérie. Oui, j'ai été regarder les chiffres. Alors, juste avant la Grande Guerre, donc dans les années 1910, il y avait en moyenne 650 condamnations par an en Allemagne sous le paragraphe 175. Alors, il faut préciser que c'est un paragraphe qui criminalise aussi la zoophilie. Donc, parmi les condamnations, il y en a aussi pour zoophilie. En tout cas, ces condamnations donnaient lieu à des peines de prison qui étaient variables, mais en moyenne, on peut dire que c'était plus ou moins 3 mois de prison. Le public était donc prévenu que ce film, Différent des autres, allait leur parler du problème social, entre guillemets bien sûr, qu'est l'homosexualité, mais ce à quoi le public de 1919 ne s'attendait peut-être pas, c'est de voir un film qui se révèle, en fait, être un plaidoyer pour l'abrogation du paragraphe 175. Autrement dit, un film qui milite pour la décriminalisation de l'homosexualité et qui demande, en gros, qu'on laisse les personnes queer tranquilles. C'est que, dans la création de Différent des autres, en plus du réalisateur Richard Oswald, est aussi impliquée une autre personne, qui est le sexologue Magnus Hirschfeld, qui va collaborer en tant qu'expert scientifique et co-scénariste du film. Alors, Valérie, c'est qui ce Magnus Hirschfeld ? Hirschfeld, c'est une personnalité assez intéressante. Donc, c'est un médecin sexologue, comme tu viens de le dire. Une personnalité connue de l'époque, déjà. C'est aussi un homme juif, comme Richard Oswald, et ça va être un élément relativement important par la suite. Mais c'est aussi un homme gay,
qui milite pour la cause homosexuelle sous couvert de son expertise médicale, donc ça veut dire qu'il sera jamais out publiquement, il va toujours parler en tant qu'expert. Et alors à la toute fin du 19e siècle, il a en fait fondé le Comité scientifique humanitaire, qui était une association scientifique, mais qui peut aussi être considérée comme une des toutes premières organisations de défense des droits des personnes LGBTQIA+. Hirschfeld et le Comité scientifique humanitaire donc collaborent à ce film et vont voir dans le médium cinématographique en fait une opportunité de diffuser très largement leurs idées et surtout de rallier le grand public à leur cause qui était cette abrogation du paragraphe 175. Ça faisait longtemps qu'ils luttaient pour ça, mais dans le contexte soudainement très, très ouvert et très progressiste de la République de Weimar, tout d'un coup cet objectif leur paraît relativement atteignable. À l'inverse d'un film comme Un chant d'amour de Jeunet, dont on vous a parlé dans le premier épisode, différent des autres, n'est pas du tout produit dans un contexte clandestin. Richard Oswald, encore une fois, c'est un réalisateur réputé qui travaille dans un genre de film qui est populaire, et il va engager des acteurs et des actrices qui sont elles-mêmes plutôt connus. Citons par exemple Conrad Veidt, qui incarne dans Différent des autres le personnage principal de Paul Körner, un violoniste gay. Et Conrad Veidt, c'est un acteur que vous aurez peut-être déjà rencontré si vous avez vu des films comme Le cabinet du docteur Caligari ou comme Casablanca. Alors, la première projection publique de Différent des autres n'a rien de clandestine non plus. Elle a lieu au mois de mai 1919 au Théâtre Apollo, qui est un théâtre berlinois organisant des projections très réputé et populaires. Et le film sera un succès. Les séances sont bondées pendant plusieurs mois à Berlin. Une 40aine de copies du film sont initialement imprimées, qui vont être envoyées dans différentes villes d'Allemagne, mais également en Autriche et ou encore aux Pays-Bas. Alors on sait déjà que Différent des autres, c'est un plaidoyer pour la décriminalisation de l'homosexualité et que c'est un film qui est porté en partie par une association militante pour les droits LGBT. Ce qui est d'ailleurs assez fou quand on y réfléchit, parce que si je vous dis cinéma queer militant, spontanément vous allez vous imaginer un cinéma qui s'amorce dans les années 70, juste après Stonewall. Oui, et c'est en ça que ce film il est vraiment pionnier. Selon nous, c'est pas le premier film queer de l'histoire, il y en a d'autres, mais ce qui est sûr, c'est que c'est le premier film queer de l'histoire qui va adopter le langage explicite d'un mouvement de libération LGBT. Et à cette époque, dans la première moitié du XXe siècle, il est un peu tout seul à faire ça, quoi. Mais maintenant, vous me direz peut-être, tout ça c'est très bien, ok, mais c'est quoi ce film exactement ? Qu'est-ce qu'il raconte au juste ? Alors, Différent des autres, c'est deux choses à la fois. C'est à la fois un mélodrame, mais c'est aussi une leçon scientifique sur l'homosexualité. Et ces deux aspects, ensemble, vont porter le message militant du film. Pour commencer, on va d'abord rentrer dans le mélodrame, et puis plus tard, on se penchera brièvement sur la partie scientifique du film. Donc l'histoire mélodramatique de Différent des autres, c'est l'histoire d'un protagoniste, Paul Körner, un violoniste gay, comme l'a dit Iris. Dans la première scène du film, on voit Paul est assis à une table, il est sombre. Il découvre, en lisant son journal, 3 notices de suicide pour raison inconnue, et il suspecte que ce sont là des suicides d'hommes queer. À partir de cette première scène, le film va ensuite dérouler de façon non chronologique la vie de Paul Körner lui-même, et nous montrer comment, dans la société allemande de l'époque, un homme gay peut être poussé au suicide. Le film nous montre l'éjection de Paul Körner de son pensionnat, les moqueries de ses camarades à l'université, les pressions de sa famille pour qu'il trouve une femme, une thérapie de conversion par l'hypnose qui ne fonctionne pas évidemment. Alors dans certains moments de répit, le film va dépeindre aussi la relation romantique de Paul avec Kurt, un plus jeune violoniste qui va devenir son étudiant. Mais le film détaille aussi en parallèle la relation de Paul avec un extorqueur qui lui soutire de larges sommes d'argent sous la menace de dénoncer à la police ses, entre guillemets, ses activités homosexuelles. Lorsque Paul, vers la fin du film,
complètement à bout, décide de dénoncer lui-même son extorqueur à la police, il se fait condamner en même temps à la prison, en vertu du paragraphe 175. La peine qu'il encourt, elle est courte, elle n'est que de 10 jours, mais à ce moment-là, son homosexualité est révélée publiquement, il est ostracisé socialement, sa famille lui tourne le dos, il perd sa carrière professionnelle, donc tout ça, c'en est trop, et c'est là qu'il se donne la mort en s'empoisonnant. Différent des autres, à l'origine, c'est un film qui fait plus ou moins 1h30, mais de ce film, il nous reste aujourd'hui plus ou moins qu'un tiers de la matière du film. Dans le fragment qui nous reste, on voulait maintenant explorer une scène en particulier, qui est un peu un moment pivot du récit. Et explorer cette scène, c'est aussi pour nous une façon de vous faire rentrer dans le film. On commence avec un plan fixe du salon bourgeois de Paul Körner, le protagoniste du film, donc. L'image qu'on voit a un cadre ovale noir. C'est un type de cadre qui va servir à diriger l'attention des spectateuristes. Dans ce salon, on voit un homme en imperméable avec un chapeau qui fouille les tiroirs d'une commode. Kurt, le compagnon de Paul, entre dans le salon par une porte à l'arrière du plan. Il est jeune, il a un visage doux, des cheveux bouclés coupés très courts et gominés. Il revient d'un concert. Il interpelle l'inconnu et les deux hommes commencent à se battre. L'inconnu plaque Kurt au sol et essaye de lui bâillonner la bouche pour l'empêcher de crier. À ce moment-là, Paul entre dans le salon à son tour. Il est grand, il est élancé, il porte un costume de soirée avec un nœud papillon et il court pour aider son compagnon. On a maintenant une succession de 3 gros plans sur chacun des 3 personnages. Le cadre ovale de l'image se resserre sur leurs visages respectifs. On voit d'abord l'inconnu, qui est en fait l'extorqueur de Paul. Il regarde Kurt avec mépris, il lui dit « Ne sois pas contrarié, il ne fait que payer tes services. » Et là, deuxième gros plan, réaction de Kurt qui est choqué qu'on l'accuse de se prostituer. Et puis troisième gros plan, on voit Paul, lui qui est paniqué et qui bientôt se jette sur son maître chanteur. On retourne au plan fixe et large du salon. Paul et l'extorqueur se battent en arrière-plan. Et en avant-plan, face caméra, tournant le dos à la bagarre, on voit Kurt qui se décompose lentement. Il a les yeux dans le vide, on dirait qu'il a du mal à respirer, il écarte son col et pose une main sur ses poumons. Pendant ce temps-là, à l'arrière-plan, Paul finalement réussit à se dégager de la bagarre. Il est alarmé, complètement ébouriffé. Il se précipite vers Kurt pour essayer de le réconforter. Le cadre se resserre à nouveau, cette fois-ci sur leurs 2 visages, très proches l'un de l'autre, sur leur poitrine. C'est un moment intime, mais Paul et Kurt se retrouvent aussi comme emprisonnés par ce cadre. Et dans ce moment, les gestes de Paul sont très tendres. Il tient Kurt par les épaules, lui caresse doucement la tempe et les cheveux. Seulement Kurt a l'air blessé ou rebuté. Il repousse Paul et c'est là que la scène se termine. Alors comment tu interprètes toi cette fin, Valérie ? Je pense que Kurt, dans cette scène, ce qu'on voit là en fait, c'est qu'il est confronté pour la toute première fois au danger qui menace les existences queer. Donc si on regarde, il est confronté à la fois à la violence physique, il se fait quand même plaquer au sol et bâillonner, au mépris, à l'extorsion et au spectre de la prostitution masculine. C'est pour ça qu'il est horrifié dans cette scène. Est-ce qu'il veut vraiment de cette vie-là, de la vie que mène Paul ? Je crois que c'est ça l'enjeu de ce moment, et aussi la raison pour laquelle, au final, il va repousser Paul. J'en profite pour dire que le chantage et l'extorsion, c'est un énorme problème pour la communauté gay de l'époque, et c'est une conséquence perverse de la pénalisation des actes sexuels entre hommes. C'est facile d'extorquer de l'argent aux gays en menaçant de les dénoncer à la police. Et notons que l'extorsion touche aussi les femmes trans, puisque la société étant ce qu'elle est, ces femmes sont souvent dénoncées et emprisonnées comme hommes gays. Oui, et tu voulais aussi nous parler de l'analyse de Malakash, non ? Oui, Erwin Malakash, qui est un chercheur ayant consacré un livre entier à différents des autres. Et donc Malakash nous dit qu'on peut aussi voir la figure de l'extorqueur dans cette scène, comme incarnant les forces externes de la société qui viennent écraser les hommes gays comme Paul et Kurt.
L'extorqueur, c'est le produit de la loi. C'est parce que les queers risquent la prison qu'on peut les faire chanter. Et comme la loi, comme l'État, l'extorqueur s'immisce en toute impunité dans l'intimité du protagoniste, dans l'intimité de son couple, jusqu'à faire exploser ce dernier. Paul est envahi. Même chez lui, il n'a plus aucun espace de repli, il n'a plus aucun espace de sécurité. Et c'est d'ailleurs cette situation sans issue, étouffante, qui marque le début de la fin pour Paul. Wir alle sind Mischungen zwischen männlich und weiblich. Das 100% weibliche oder männliche gibt es in der Natur nicht. Besonders ausgeprägte weibliche Anteile haben manche homosexuelle Männer. Stark ausgeprägte männliche Anteile haben oft gleichgeschlechtlich liebende Frauen. Ich nenne sie sexuelle Zwischenstufen. Saujüdische Afterkultur! Saujüdische! Mit Feuer und Schwert ging man 1500 Jahre lang gegen diese Unglücklichen vor. Homosexualität, Heterosexualität, Bisexualität sind angeboren. Vous venez d'entendre un extrait du film L'Einstein du sexe de Rosa von Braunheim, sorti en 1999. C'est un film sur la vie de Magnus Hirschfeld, le sexologue co-créateur de Différents des autres, donc. Dans cet extrait, le personnage de Magnus Hirschfeld, interprété par un acteur, donne une conférence sur ce qu'il appelle les intermédiaires sexuels, et on l'entend se faire chahuter par un homme qui va s'opposer à son, je cite, son intellectualisme de porc juif. On peut mentionner qu'Hirschfeld, dès qu'il devient un peu connu, va être la cible d'agressions antisémites. Mais cette scène, si on enlève les insultes antisémites, c'est quasiment la reproduction d'une scène du film Différent des autres, dans laquelle Magnus Hirschfeld lui-même apparaît, interprétant son propre rôle. Bon, évidemment, on ne peut pas vraiment vous faire écouter la scène de Différent des autres, puisque c'est un film muet. Oui, et dans cette scène de 1919, qu'on ne peut pas vous faire écouter, on voit Hirschfeld sur une estrade, où il donne, comme dans la scène du film de 1999, une conférence sur sa théorie des intermédiaires sexuels. Dans le public, on voit Paul Körner, et aussi la sœur de Kurt, qui est venue s'éduquer sur l'homosexualité. Alors, on n'est ici plus du tout dans la partie mélodrame de Différents des autres, mais on est dans la partie scientifique du film. Et avec cette scène, et quelques autres scènes dans lesquelles Hirschfeld apparaît, Différents des autres va essayer d'éduquer les spectatrices, notamment en partageant les théories novatrices d'Hirschfeld sur la sexualité. Et du coup, Hirschfeld, il raconte quoi sur son estrade ? C'est quoi, Valérie, cette théorie des intermédiaires ? C'est une théorie vraiment passionnante. Je vais juste en dire quelques mots, mais si vous voulez en savoir plus, essayez de trouver le livre Les Travestis, Die Transvestiten d'Hirschfeld, parce qu'il y a un petit chapitre dedans qui explique tout ça assez clairement. Mais en gros, Hirschfeld nous dit que l'homme absolu et la femme absolue n'existent pas, qu'on occupe tous et toutes une position intermédiaire entre ces deux pôles extrêmes, qu'on est tous et toutes une combinaison unique de caractéristiques féminines et masculines. C'est une théorie qui a une base essentialiste, ça veut dire qu'elle va considérer que certaines choses sont intrinsèquement féminines et d'autres sont intrinsèquement masculines. Elle considère par exemple que les hommes gays, ce sont des hommes avec une orientation sexuelle féminine, parce que c'est le féminin qui, par essence, est attiré par le masculin. Elle considère aussi, pour donner un autre exemple, que les hommes trans sont des personnes qui ont des caractéristiques physiques principalement féminines, mais des traits psychologiques entièrement masculins. Les personnes intersexes, dans cette théorie, auront des caractéristiques masculines et féminines au niveau de leurs organes sexuels. Donc on voit ici tout un tas de combinaisons différentes de traits masculins et féminins au sein des individus. Et selon Hirschfeld, comme ces traits genrés sont très nombreux, le nombre de combinaisons possibles est véritablement infini. Même les hommes hétérocis auront des caractéristiques féminines, par exemple s'ils aiment cuisiner ou s'ils ont des hanches un peu larges, etc. Ce qui est fascinant avec les théories d'Hirschfeld, c'est qu'elles sont à la fois franchement datées, c'est sûr. Mais en même temps, elles posent déjà certaines bases de nos conceptions modernes du genre et de la sexualité. Ce qu'il y a de vraiment moderne dans cette théorie, c'est que, de un, elle avance une conception fluide du genre et de la sexualité. On est tous des intermédiaires sexuels, on occupe tous différents points d'un continuum entre masculin et féminin absolu.
Et puis, deuxième chose, c'est qu'elle annonce que l'homosexualité, l'intersexualité, la transidentité, ce sont pas des pathologies ou des déviances morales, comme beaucoup de scientifiques le prétendaient à l'époque, mais que ce sont des variations de sexe et de genre qui sont innées, naturelles et non pathologiques. Oui, et à l'époque, c'est pas rien de dire que l'homosexualité ou la transidentité sont naturelles. Et c'est un des éléments les plus importants qu'Hirschfeld veut faire comprendre au public, d'ailleurs. Mm-hmm. Être gay, lesbienne, trans, intersexe, ou, comme le dirait Hirschfeld, avec ces mots de l'époque, être uranien, uranienne, travesti ou hermaphrodite, ce n'est pas un choix. Et suivant cette logique, si ces identités sont innées et naturelles, la loi allemande ne peut pas les criminaliser. D'ailleurs, il y a une scène de flashback dans le film qui se passe dans le cabinet d'Hirschfeld. On voit Paul Körner qui est venu visiter Hirschfeld pour essayer de guérir de son homosexualité. Et Hirschfeld va essayer justement de lui faire passer ce même message, va lui dire que l'amour homosexuel est naturel. Et il va lui dire aussi, c'est un amour qui peut être aussi pur et aussi noble que l'amour hétérosexuel. Et il termine en disant à Körner de ne pas se décourager. Même en tant qu'homosexuel, je le cite, vous pouvez rendre de précieux services à l'humanité. Ce que je trouve intéressant, c'est que le film essaye d'éduquer le grand public hétéro, mais il s'adresse aussi assez clairement au public queer, en ce sens où le film, il dit à son public queer « Vous n'êtes pas des monstres, il faut tenir bon, vos vies ont de la valeur. » Ouais. D'ailleurs, tout ça, ça m'amène à mon point suivant, qui est que Hirschfeld, dans sa pratique sexologique, il va se consacrer à étudier, mais aussi à soigner et à soutenir psychologiquement, socialement, tous ces intermédiaires sexuels qui sont les plus opprimés par la société. En 1919, qui est l'année durant laquelle le film Différent des autres sort, Hirschfeld est très occupé parce que la même année, en parallèle, il va aussi fonder son institut de sexologie à Berlin. Donc c'est censé être le tout premier institut de sexologie au monde et c'est un lieu qui est très important pour l'histoire queer occidentale. Cet institut, c'est un centre de soins médical, psychologique, psychiatrique pour les homos, les personnes trans ou intersexes. C'est aussi un refuge pour ces mêmes personnes. Certaines vont vivre sur place ou intégrer le personnel domestique ou le personnel professionnel de l'institut. L'institut possède aussi un musée, une bibliothèque et va fonctionner comme un centre d'information. Et en plus de ça, l'Institut est aussi ouvert aux personnes hétéros. On peut venir y chercher des conseils sur le mariage, la sexualité, la contraception, etc. Et sans oublier que c'est aussi à l'Institut d'Hirschfeld que seront pratiquées ce qu'on dit être les toutes premières opérations de réassignation sexuelle. La toute première femme trans à bénéficier d'une opération dans l'histoire, ce serait Dora Richter en 1931, qui est une employée de l'Institut. En dehors des aspects mélodramatiques et des aspects scientifiques du film, on voulait encore attirer votre attention sur deux scènes singulières qui nous intéressent particulièrement, pas tant pour ce qu'il s'y passe au premier plan, mais plutôt pour ce qui s'y dévoile à l'arrière-plan. Et ces deux scènes, ce sont une première scène qui se passe dans un cabaret queer, et une seconde scène qui se déroule cette fois durant un bal costumé queer. Et ces scènes sont assez incroyables parce qu'elles nous laissent entrevoir un tout petit bout de la vie sociale queer berlinoise en 1919, donc ce sont des super chouettes archives. Et alors, qu'est-ce qu'on voit, Iris, dans ces deux scènes ? Alors, dans la scène du cabaret, on voit notamment des couples d'hommes et des couples de femmes qui dansent ensemble entre les tables, et dans la scène du bal costumé, on voit des couples queer qui dansent tous à la queue leu-leu et forment une espèce de grande ronde. Il y a des hommes déguisés en princesses, il y a des femmes déguisées en cavaliers ou encore en costume cravate. Et sans doute que dans cette foule, il y a quelques personnes trans qui profitent du bal pour exprimer leur genre. Une toute dernière caractéristique du film qu'on voulait brièvement mettre en avant ici, c'est le fait que Différent des autres est un film très chaste. Les deux protagonistes ne s'embrassent même pas. Ils sont toujours très habillés. Au mieux, ils se touchent le bras ou les épaules ou les cheveux. Et d'ailleurs, ils se touchent pratiquement moins que les gens qui dansent la farandole dans le cabaret queer. Pas faux. En tout cas, cette posture, elle reflète la politique militante d'Hirschfeld et de son comité scientifique humanitaire qui est ce qu'on pourrait appeler une politique de respectabilité.
Différent des autres, va vraiment essayer de montrer que les homos sont des personnes respectables, qu'elles sont comme tout le monde, et de ce fait, qu'elles mériteraient les mêmes droits que tout le monde. Alors, le film veut surtout pas rebuter le public hétéro ou le public cis-hétéro avec du contenu sexuellement chargé, parce qu'il faut que ce public puisse en pâtir avec ces personnages queer persécutés. Et c'est intéressant parce que Hirschfeld, dans ses écrits scientifiques, va aussi toujours chercher à minimiser l'aspect sexuel des relations queer pour insister plutôt sur le sentiment amoureux entre personnes queer, un sentiment qui est donc évidemment universel, dans lequel il espère que la société hétéro va pouvoir se reconnaître aussi. Il y a tout un pan du cinéma LGBTQIA+, qui continue jusqu'à aujourd'hui de refléter cette démarche de respectabilité, en créant des films queer très chastes, qui cherchent principalement à réveiller l'empathie du public hétéro envers la communauté queer. On peut prendre en exemple le film Philadelphia, dans les années 90. C'est une approche qui a ses qualités, et qui a aussi bien sûr ses défauts, et qui va surtout clasher avec tout ce cinéma out and proud, hérité des mouvements de libération LGBT des années 60-70. Mais bon, ça, c'est toute une autre histoire. Vous écoutez Our Queer Story, les histoires du cinéma LGBTQIA+. Iris Lafont, Valérie Leclerc, Studio Balado. On a dit que Différent des autres avait été un succès populaire, mais l'histoire du film après sa sortie n'est pas un long fleuve tranquille, loin de là. Le film est bien reçu par le public progressiste de Berlin et des villes du nord de l'Allemagne, y compris par le chef de la police berlinoise ou par les membres du gouvernement de Weimar, pour qui Hirschfeld organise des projections spéciales. Mais il y a aussi des réactions négatives, outrées, qui émanent de forces conservatrices puissantes dans le pays, auxquelles le gouvernement de Weimar a du mal à résister, dans un contexte d'inflation et de crise économique qui fait monter les divisions et les tensions sociales. Alors évidemment, toute ressemblance avec une période plus contemporaine est absolument fortuite. Et donc, ces forces réactionnaires vont mener en fin de compte au rétablissement d'un système de censure nationale en 1920, à peine un an après la sortie du film. On vous l'avait dit, que cette liberté de la censure n'allait pas durer longtemps. Et avec ce nouveau système, Différent des autres va se retrouver censuré a posteriori. Le film sera en effet interdit de diffusion publique à partir de ce moment-là. Oui. Et qu'est-ce qui est reproché à Différent des autres exactement ? C'est quoi le type d'arguments qui sont avancés par la critique ? Alors, il y en a toute une série. On a peur que le film vienne corrompre la jeunesse en encourageant une acceptation déculpabilisée de l'homosexualité. Oui, c'est un grand classique, les jeunes, les enfants, protégeons les enfants. Think of the children. On redoute que le film donne également une mauvaise image de l'Allemagne. On accuse le film d'être biaisé scientifiquement parce que Hirschfeld a un objectif militant, donc affiché. On dit aussi de ce film qu'il serait un abus du médium cinématographique. Il y a encore une critique qui est faite à l'époque de la sortie du film et qui est vraiment étonnante. Vous allez voir d'ailleurs, c'est un peu le pompon. C'est carrément le pompon. Le jury du comité de censure nationale va reprocher au film de proposer une représentation fausse de l'homosexualité et du paragraphe 175, en ce sens où le film omet ce qui pour le comité est au cœur du problème, c'est-à-dire les actes sexuels entre hommes. Autrement dit, on reproche au film de ne pas parler ouvertement de sexe gay. Et en même temps, s'il l'avait fait, le film aurait été tout simplement interdit pour obscénité. Ce qui rend la représentation de l'homosexualité tout simplement impossible. Vous montrez du sexe, vous êtes censuré. Vous n'en montrez pas, vous êtes aussi censuré, mais pour représentation fallacieuse du sujet. En 1919, en tout cas, de nombreuses projections du film vont être chahutées, huées, sifflées, interrompues. Et dans plusieurs villes, il y a des pétitions qui vont être créées pour essayer de faire interdire le film au niveau local. Et d'ailleurs, certaines de ces pétitions vont parvenir à leur fin. Parmi les agitateurs, on trouve des groupes antisémites et ethno-nationalistes qui vont un peu utiliser les projections du film comme prétexte pour semer le désordre. Les critiques de la presse d'extrême droite profitent d'ailleurs du film pour répandre des discours antisémites qui vont lier judaïté et déviance sexuelle, ce qui est un type de discours qui se généralise à l'époque.
Donc voilà, maintenant, là on est en 1919 à la sortie du film, mais en 1920, après la censure nationale de Différents des autres, Oswald et Hirschfeld ne peuvent plus montrer le film publiquement, si ce n'est que 7 ans plus tard, en 1927, Hirschfeld va essayer de refaire passer le film un peu en douce, c'est-à-dire qu'il va découper le film et le remonter, en faire une nouvelle version réduite à une 40aine de minutes, pour ensuite l'insérer dans un nouveau film qui s'appelle Gesetze der Liebe, les lois de l'amour, portfolio d'un sexologue. Donc c'est un film qui est en 5 tableaux, qui va toucher à 5 sujets différents liés aux sciences sexuelles. Et la version remaniée et écourtée de Différents des autres va constituer le 5e volet de ce nouveau film. Alors ce film-là, il va passer la censure, mais à condition que le 5e volet soit excisé, donc le volet sur l'homosexualité. Donc là, c'est un 2e échec pour le film, une 2e censure. Et puis après ça, qu'est-ce qui se passe ? Le film va disparaître pendant 40 ans. Avant de continuer l'histoire de Différents des autres au-delà des années 20, on voudrait revenir brièvement au moment de la sortie du film pour s'intéresser aux réactions d'un public dont on n'a pas vraiment encore parlé, qui est le public queer lui-même. Comment est-ce que lui, il a reçu ce film ? Et la chance qu'on a, c'est que Hirschfeld nous a laissé une super belle source, puisqu'il a publié dans la revue de son association de nombreuses lettres qui lui ont été envoyées par des spectatrices, dont un grand nombre étaient des hommes gays. Et Valérie a lu toutes ces lettres, évidemment. Oui, j'adore ce genre de documents. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont frappé, du coup, dans ces lettres ? Ouais, plein de choses. C'est des très beaux documents. La première chose qui m'a frappée, c'est que le film va donner aux queers des mots pour parler de leur sexualité, à une époque justement où il n'y a pas encore beaucoup de mots courants pour parler de ces choses-là. Donc pour sauter auprès de Hirschfeld, ces hommes gays vont dire « je suis comme Paul Körner » ou ils vont dire « je suis dans la même situation que Paul Körner » ou « je suis différent des autres ». Oui, on voit aussi que les théories d'Hirschfeld intéressent très fort les spectateurs queer qui veulent en apprendre plus sur eux-mêmes et qui demandent par exemple à Hirschfeld, qui vont lui demander de la documentation. On voit aussi que l'ombre du suicide, elle est assez présente dans les lettres. Le film n'invente rien. Vous entendrez une illustration de ça dans quelques instants. Et puis le film fait pleurer aussi. Y a un correspondant qui écrit, je le cite, « J'ai vu des hommes pleurer aujourd'hui », sous-entendu dans la salle de cinéma, et ces larmes disaient ou cachaient tellement de choses. Donc vous imaginez un peu évidemment la puissance émotionnelle de ce moment dans la salle de cinéma, pour des hommes queer ou d'autres personnes queer, de se retrouver tout d'un coup pour la première fois de leur vie devant un film qui les représente, qui leur dit je vois votre peine, vous n'êtes pas seul, votre amour est aussi beau que l'amour hétéro. Donc, ça devait vraiment être quelque chose. Bon, il y a de l'enthousiasme aussi, évidemment. Il y a une personne qui dit qu'elle est retournée voir 3 fois le film. Et puis, Différents des autres semble aussi avoir libéré l'énergie militante d'au moins un spectateur gay. Et là, je le cite, il écrit « Je veux être un combattant pour notre juste cause, pour notre lutte pour la libération des préjugés et de l'ostracisme social. » On entend bien ici, dans le langage utilisé, qu'on est au début d'une histoire, d'une lutte collective, d'un véritable mouvement militant. Oui, et d'ailleurs, la réponse de ce spectateur, c'est en fait la réponse que le film espère. D'ailleurs, on n'a pas encore raconté la fin du film, mais après le suicide du protagoniste, il y a son ex-compagnon Kurt qui se rend à son enterrement. Il regrette très fortement d'avoir abandonné Paul et désespéré, en fait, il veut se tuer lui aussi, mais c'est là que Hirschfeld intervient et va l'encourager déjà à rester en vie, mais surtout à lutter pour la cause. Donc c'est ça qu'on veut générer chez les spectateurs. Venez lutter pour la cause. Et d'ailleurs, dans la toute dernière scène du film, la scène finale, qui est une scène perdue, on voit une main qui ouvre le code pénal allemand et efface le paragraphe 175. On avait très envie de vous partager une lettre en particulier qui est adressée à Hirschfeld. Elle est lue ici, cette lettre, par Florian Hénin. Et en arrière-fond, vous entendrez une version instrumentale de la chanson Lila. Avec cette lettre, on avait juste envie de vous laisser passer quelques minutes en compagnie d'un spectateur gay de l'époque. Et alors, mini-note avant de lancer la lecture, c'est que l'auteur de cette lettre décrit dans la lettre donc une scène du film qui l'a touché. Et je voulais signaler que cette scène, c'est une scène perdue, en fait, aussi.
Mais c'est chouette qu'on en garde justement une trace à travers ce document. Lettre d'un employé de la Poste au docteur Magnus Hirschfeld, 1919. Je ne peux m'empêcher d'exprimer mes sincères remerciements pour le travail que vous avez accompli avec le film Différent des autres. Ce film est magnifique. Et c'est le premier que j'ai vraiment aimé jusqu'à ce jour. Il ne contient que la vérité. Oh, si seulement on pouvait supprimer complètement ce paragraphe 175 qui m'effraie de plus en plus avec l'âge. J'ose à peine regarder les gens au cinéma ou à un concert, de peur qu'un maître chanteur ne me reconnaisse. De toutes les scènes, la plus belle est celle où Paul Corner se tient au piano à queue. La sœur de Kurt joue de la clarinette et son frère du violon. Puis Corner regarde son jeune ami et laisse sa main glisser lentement dans ses cheveux. Je n'oublierai jamais cette scène. Quand est arrivée la scène où vous, cher docteur, donnez une conférence, j'ai été très intéressé par vos commentaires sur les homosexuels. Mais c'est votre personnalité qui m'intéressait le plus. Je pensais vous trouver en vieil homme aux cheveux argentés. Mais je suis convaincu que vous êtes encore très robuste et que, si Dieu le veut, vous continuerez à travailler pour nous pendant de nombreuses années encore, et vous nous soulagerez bientôt de ce lourd fardeau. La fin du film est le suicide de l'artiste. Si cela devait m'arriver un jour, oh, je ne veux même pas y penser. J'ai souvent été d'une humeur si triste que j'enviais les morts au cimetière. Croyez-moi, quand on n'a personne à qui parler vraiment et qu'on doit tout porter seul, c'est dur. Tellement dur. Exaucez-moi un vœu. Si l'article 175 est abrogé ou atténué, faites-le moi savoir. Je ne l'oublierai jamais. Si Berlin n'était pas si loin, je vous rendrai personnellement visite dans votre cabinet et assisterai volontiers à une conférence. Mais le travail sans fin ne me laisse pas le loisir de faire une telle chose. Le travail est, après tout, la meilleure façon pour moi de me distraire de ma triste vie. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner. Ich übergebe dem Feuer die Schriften der Schule Sigmund Freud. 4 days later, at the infamous book burning, books from the Institute are burned on the open Platz. These photos are deeply terrifying to look at to me because they are actively trying to destroy all evidence that queer and trans people exist. Après la Deuxième Guerre mondiale, Différent des autres va être considéré comme un film perdu. Les chercheurs et les chercheuses spéculent que toutes les copies du film auraient en fait été détruites par les nazis. Alors en soi, c'est pas rare qu'un film muet disparaisse. Iris, je te laisse nous dire pourquoi. Tout d'abord, la pellicule nitrate de l'époque s'abîmait vite, elle était très inflammable. Et ajouter à cela que le cinéma était considéré comme un média vulgaire, populaire, ce qui signifie qu'il n'y a pas de politique de conservation. On produisait les films en masse, qu'on n'hésitait pas à détruire ensuite. Pour info, on estime qu'on a perdu de 75 à 90% de tous les films muets jamais réalisés. On est vraiment avec le cinéma du début du siècle dans une histoire du disparu, dans une histoire à trous et même à très gros trous. Et donc le film, il aurait pu disparaître tout seul, en fait, comme la plupart des films muets. Seulement, on sait aussi qu'Hirschfeld va être une des premières cibles du régime national-socialiste. C'était, après tout, un intellectuel juif, homosexuel, socialiste progressiste. Il incarnait un peu tout ce que les nazis haïssaient. En tout cas, à peine 4 mois après l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933, on va voir un groupe d'étudiants nazis débarquer et complètement saccager l'Institut de sexologie, brûler aussi la majeure partie de sa bibliothèque et de ses archives. Donc ce sont des dizaines de milliers de livres, de revues, de cas cliniques, de photos, parce que l'Institut avait une grande collection de photos, qui seront brûlées sur la place publique à ce moment-là. Et c'est de ça dont nous parle l'extrait du documentaire de 2023 qu'on vient d'écouter. C'est un extrait d'un film qui s'appelle El Dorado, Everything the Nazis Hate. Donc on est là devant une vraie tentative d'effacer l'œuvre d'Hirschfeld et aussi, du coup, la communauté qu'Hirschfeld défendait.
Dans ce contexte, ça paraît par conséquent assez plausible que les copies de Différents des autres, ou au moins qu'une partie de ces copies, ait aussi fait l'objet d'une destruction calculée par le régime nazi. En tout cas, Hirschfeld, lui, il est à l'étranger quand son institut est saccagé. Il était parti faire une tournée mondiale de conférences et il ne remettra malheureusement jamais les pieds en Allemagne. Oui, et au passage, cet autodafé, il a été filmé par les nazis. Et les images filmées en question sont généralement celles que l'on retrouve dans les livres d'histoire. Autrement dit, ces images qui vous ont marqué la rétine, qui vous ont révolté dès le plus jeune âge, où vous voyez les nazis brûler des livres et des documents, ce sont précisément les images de l'autodafé des archives de l'Institut de Hirschfeld. Et ça, c'est quelque chose qui est rarement mentionné dans l'histoire dominante et dans la mémorialisation que l'on fait de ces autodafés. Alors que cette culture, ce savoir que les nazis nous arrachent et s'empressent de brûler, c'est aussi notre histoire à nous, l'histoire de notre culture queer et trans. En tout cas, le film disparaît à ce moment-là, mais avec cet autodafé, comme tu dis, c'est aussi l'héritage d'Hirschfeld qui disparaît, et aussi l'élan de ce premier mouvement LGBT qui va être complètement brisé. Et puis bam, rebondissement, et petit saut dans le temps, le film est redécouvert au début des années 70, par hasard, dans un fonds cinématographique russe. Et ce qui est retrouvé, c'est le remontage de 40 minutes qui a été réalisé en 1927, et qui, pour le coup, est accompagné d'intertitres en ukrainien, et qui ont été fortement censurés. D'ailleurs, c'est cette version-là, précisément du film, qui est conservée à la Cinémathèque de Belgique, parce que le fonds russe, dès qu'il va retrouver ce film pour le préserver, va vite faire des copies qu'il va ensuite envoyer à plusieurs cinémathèques européennes, dont la Cinémathèque de Belgique. Donc si vous voyez ce film à Bruxelles, à la Cinémathèque, sachez que c'est une version avec intertitres censurés, donc il ne faut pas s'étonner si Hirschfeld n'a pas l'air si progressiste que ça dans cette version-là. Et ces 20 dernières années, 2 tentatives ont été faites de reconstituer le film original à partir de ce fragment de 40 minutes. Une tentative allemande et une tentative américaine, où on essaye de remettre les scènes dans le bon ordre, on essaye de reconstituer les intertitres originaux, c'est-à-dire non censurés, sur base de sources écrites qui subsistent. Les passages manquants vont être remplacés par des explications écrites, par des clichés du film ou encore par des photos d'archives. Et si vous fouillez un peu les internets, vous pourrez aisément trouver une de ces 2 nouvelles versions du film qui dure environ 50 minutes. On peut dire que grâce à Internet aujourd'hui, Différents des autres retrouve enfin une diffusion populaire, encore plus large même qu'en 1919. Si ce n'est que le public d'aujourd'hui ne voit pas du tout le même film que le public de l'époque, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça veut dire poser un regard contemporain sur Différents des autres ? Et nous, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui en tant que spectatrice queer ? Déjà, on voit le film avec 1 siècle de distance, donc c'est pas rien. Et c'est aussi une expérience qui vous brise un peu le cœur. Enfin, moi, ça me brise un peu le cœur, parce que c'est un film qui est créé dans le contexte d'une société ultra homophobe, mais qui, malgré tout, va oser espérer un meilleur futur pour la communauté queer. Seulement, nous, on sait, quand on regarde le film aujourd'hui, que ces espoirs vont être complètement annihilés. On sait qu'Hirschfeld et son mouvement sont en train de foncer tout droit dans le mur du nazisme. On sait qu'Hirschfeld va mourir en exil à peine 2 ans après avoir vu toute l'œuvre de sa vie détruite. On sait que le paragraphe 175 ne va pas être abrogé, mais au contraire que son application va être renforcée et puis qu'il mènera les homosexuels tout droit dans les camps de concentration. Donc quand tu regardes le film dans cette épaisseur historique, il devient dans un sens encore plus tragique et aussi presque encore plus courageux qu'il ne l'était déjà à l'époque. Ceci dit, malgré cette distance historique, il y a une chose qui traverse facilement les âges, je trouve, c'est cette douleur qui est au centre du film, qui est vraiment la douleur de vivre en tant que personne queer dans une société hétéronormative ou cis-hétéronormative. Je pense que nous, les queers d'aujourd'hui, on comprend encore tous et toutes cette douleur à des degrés différents, même si notre contexte social il a complètement changé. Oui, ce qui nous frappe aussi tout de suite quand on voit le film aujourd'hui, ce sont plutôt ces trous, ces fantômes. Au final, les scènes manquantes sont encore plus marquantes que la matière du film elle-même.
Différent des autres, met en scène l'histoire d'un homme qui est attaqué de plus en plus profondément dans son intimité, dans son corps, par les pressions sociales, judiciaires, institutionnelles d'une société anti-queer, et ce, jusqu'à ce que ça le détruise. Et dans un sens, l'état matériel du film aujourd'hui, avec tous ses trous, nous raconte la même histoire. Le film, parce qu'il était non conforme, a subi les pressions et les violences d'une société homophobe, réactionnaire, et ces pressions ont attaqué ce film dans sa matérialité jusqu'à provoquer sa destruction partielle. Oui, ce film, dans un sens, c'est un peu un survivant, hein. C'est ça qui le rend très poignant aussi quand on le voit aujourd'hui. C'est un bout de notre histoire qui a survécu envers et contre tout, ce qui nous rappelle aussi qu'on survit à ces violences, enfin, du moins en tant que communauté, même si on n'en sort pas toujours indemne. Our Queer Story, histoire plurielle du cinéma LGBTQIA+, est un podcast de Valérie Leclerc et Iris Lafont. Produit par le Studio Balado, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en partenariat avec Cinémathèque. À la réalisation, Michel-Ange Vinti, générique original, Valérie Leclerc, mixage, David Federman, lecture, Florian Hénin, production, Michel-Ange Vinti et Julien Barbier. Merci à la Cinémathèque royale de Belgique, à Cinéfiltre et à Fred Arends. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à commenter, à laisser des étoiles, bref, à en parler autour de vous.